Bonjour tout le monde. Pour mon intervention, je voudrais commencer par une petite réflexion sur les termes de francophonie. C'est vrai que j'aime beaucoup le titre du colloque Quand la francophonie s'éveillera en Chine. Bon, c'était effectivement une belle occasion de reprendre ce titre-là. Mais après, j'y réfléchissais en venant là dans le train. Je me disais que quand la francophonie s'éveillera, donc ça veut dire qu'elle est peut-être en train, elle est là, mais elle est en train de somnoler. Il faudrait donc peut-être faire quelque chose pour qu'elle s'éveille. Et ça, c'est la question que je me pose un petit peu, moi qui habite en Chine depuis quand même 2005. Est-ce que la francophonie est présente en Chine? Est-ce qu'elle existe en Chine? Est-ce que on entend parfois que la francophonie se développe en Chine? Et j'ai toujours un petit peu de difficulté avec avec l'utilisation de ce mot. C'est un mot qui est extrêmement riche. Je crois qu'il y a des étudiants ici de master qui sont en master francophonie, donc vous devez l'entendre le jour et nuit. Vous devez en rêver de ce mot. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un mot qui est très riche, mais tellement polysémique qu'à un moment donné, on peut finalement un petit peu se cacher et pas dire ce qu'on met derrière. Donc, c'est vrai que personnellement, j'en suis arrivé à le restreindre et donc notamment pour ce qui est de mon sujet, je préfère utiliser l'expression francophonie universitaire. Donc je circonscris, je dis de quoi je parle. Et là, quand je parle de francophonie universitaire, donc je parle tout simplement de la présence du français dans l'enseignement supérieur, alors soit comme langue apprise ou comme langue d'enseignement, mais au moins je me sens moi plus à l'aise avec moi-même parce que je circonscris et je dis de quoi je parle. Bon. Alors, la francophonie universitaire chinoise, eh bien, l'Afrique a une place, mais cette place, je crois que c'est important de bien savoir de quoi on parle, parce que là aussi, on va, notamment avec l'expression Chine, enfin le mot Chine-Afrique ou l'expression Chine-Afrique qui est de plus en plus utilisée, parfois on va avoir tendance à mettre beaucoup de choses derrière tout ça. Alors, pour ma part, si je suis arrivé à m'intéresser à l'Afrique par rapport à la francophonie universitaire chinoise, c'est un petit peu par hasard et c'est surtout parce que les gens me le rappelaient. En fait, quand je suis arrivé en Chine en 2005, j'ai observé un phénomène qui à l'époque était déjà unique au monde et qui l'est toujours, c'est qu'on avait une explosion du nombre de départements universitaires de français. Une croissance véritablement exponentielle. C'est-à-dire que chaque année, on avait à ce moment-là entre 4, 5, 6, parfois 7 universités qui ouvraient un département de français au niveau de l'université. Je ne parle pas du primaire, je ne parle pas du secondaire, je parle de l'enseignement supérieur de l'université. Il n'y a aucun pays qui a une telle croissance. Et ce qui m'a étonné quand je suis arrivé aussi, c'est que on n'en parlait pas tant que ça, ni les institutions de la francophonie, ni en Chine. Et donc, j'ai voulu faire en fait ma thèse là-dessus. Donc, j'ai fait ma thèse là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer aussi de mesurer, parce que c'était pas mesuré. Donc, les chiffres qu'en général qui circulent sont mes chiffres, mais je dis pas ça de manière à être fier. C'est que je dirais plutôt les chiffres qui circulent et qui sont régulièrement instrumentalisés pour dire que la francophonie se développe en Chine, c'est mes chiffres, alors que j'explique justement généralement qu'il faut pas le faire. Bon, voilà. Bon. Alors, les chiffres, donc en 1952, on avait, disons, 3 départements de français en Chine. En 1999, on en avait 32. Et à partir de 1999-2000, là, ça a commencé à croître considérablement. Et aujourd'hui, on est à 163. Donc, vous voyez en gros, une grosse vingtaine d'années, on est passé de 32 à 163. C'est quand même assez considérable comme croissance. Bon. Et donc, moi, quand je faisais ma thèse là-dessus, à l'Université de Montréal, j'assistais à des colloques, puis je rencontrais des gens, des experts, des analystes qui avaient de la bouteille assez. Et alors, ils me disaient, bon, tu travailles sur quoi? Alors, je commençais à expliquer sur quoi je travaillais. Je commençais à leur dire ce que je venais de vous dire là. Et ils me coupaient la parole et ils me donnaient déjà la réponse à ma thèse, puisque moi, effectivement, ma thèse, c'était de savoir pourquoi. Pourquoi il y a ce développement. Ils me disaient, ah ben c'est l'Afrique. Je n'avais pas encore dit quoi que ce soit, c'était l'Afrique. Alors je me disais, c'est un peu plus complexe, ils me recoupaient la parole, ah non, c'est l'Afrique. Alors, avec cette idée aussi que les Chinois, alors ça c'est toujours quelque chose qui m'agace énormément, les Chinois, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, comme les Français, les Anglais, vous voyez, les Chinois, on parle de qui? Des gens, du gouvernement, on est à quel niveau? J'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Bon. Mais donc ces mêmes personnes-là m'expliquaient, les Chinois, ils ont compris que l'Afrique c'était important et qu'il fallait investir dans la langue française pour justement pouvoir développer des relations avec l'Afrique. Donc, en gros, j'avais beau expliquer que c'était un peu plus complexe, on me disait non, c'est l'Afrique. Bon. Alors,
En fait, le fait est que c'est pas l'Afrique. Le fait est que si, alors je vais vous montrer un graphique et je vais revenir après. Vous voyez que c'est un vieux graphique parce que je l'ai pas remis à jour et vous allez comprendre pourquoi je l'ai pas remis à jour. En fait, pourquoi on a, donc vous voyez cette croissance exponentielle à partir de 2000, pourquoi c'est comme ça? Ça c'est pas lié à l'Afrique du tout, c'est lié au fait qu'à partir de 99-2000, la Chine a connu ce que beaucoup de pays ont connu, c'est ce qu'on appelle la massification de l'enseignement supérieur. Donc à partir de 99-2000, vous avez une offre qui se déploie parce que l'accès à l'université se développe en Chine. Donc ce qui fait que mon graphique est à la fois vrai et faux. Il est vrai dans le sens où les chiffres sont exacts, c'est vraiment ça, c'est moi qui ai compté, donc je peux vous garantir que c'est vrai, mais il est faux dans le sens qu'il donne une image que, en se focalisant sûrement sur le français, on dira, oh, regardez ce qui se passe, alors qu'il faudrait, pour avoir un vrai graphique, mais qu'il est impossible de faire, que je mette toutes les spécialités universitaires. Donc les autres langues, et puis les autres spécialités, en économie, en droit, en ce que vous voulez. Bon, et là, le français serait complètement perdu, vous le verriez même pas. D'accord? Donc, ça c'est pas lié au fait que, voilà, il y avait une relation avec l'Afrique qui se développait. Et en plus, c'est vrai qu'à force qu'on me renvoie toujours ça, moi j'ai essayé de voir, c'est clair qu'il y a une politique chinoise pour l'Afrique, ça c'est évident. Et c'est évident que les Chinois, bon, le gouvernement chinois a très bien compris que l'Afrique était un continent extrêmement riche en ressources, mais c'est pas le premier à l'avoir compris. Bon, mais maintenant, j'ai essayé de voir effectivement, est-ce qu'il y a une politique spécifique de la Chine sur l'Afrique francophone? Et ça, pour l'instant, j'ai pas trouvé. J'ai jamais trouvé quelque chose de vraiment spécifique à l'Afrique francophone. Il y a une politique pour l'Afrique, ça c'est clair, mais pas spécifiquement pour la partie francophone, avec une adaptation, une manière de faire, etc. La Chine est capable d'envoyer des ambassadeurs qui parlent très bien français dans des pays francophones, mais comme elle est capable d'en envoyer qui parlent très bien espagnol ou d'autres langues dans d'autres pays du monde, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, donc ça, c'était pour vous dire que c'est arrivé comme ça. C'est à chaque fois qu'on renvoyait cette question de l'Afrique. Bon, maintenant, si pour moi l'Afrique n'est pas une raison première du développement de ces départements universitaires, ça ne veut pas dire qu'elle n'occupe pas une place. Et effectivement, alors. Je voulais dire, j'ai ma première conclusion et puis j'ai ma conclusion aujourd'hui, donc ça a évolué. Ma première conclusion en 2017, quand j'ai terminé ma thèse. Bon, j'en suis arrivé à cette expression. J'ai dit l'Afrique dans la francophonie universitaire chinoise a une place, mais cette place, elle était non prévue et non désirée. Alors je vais prendre chaque terme l'un après l'autre. Une place, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que effectivement, beaucoup d'étudiants chinois, une fois qu'ils ont terminé leurs études de français, ils vont travailler en Afrique. Et c'est une place très importante parce que, en fait, c'est vrai que on pourrait dire, en gros, les étudiants chinois, ils rêvent de la France et ils vont travailler en Afrique. Parce que, effectivement, trouver un bon poste en Chine, c'est pas évident dans une grande entreprise. Avoir les avantages qui sont liés enfin les avantages que cette grande entreprise peut offrir, et notamment, il faut venir d'universités très prestigieuses. Les universités sont extrêmement hiérarchisées en Chine, et donc c'est vrai que l'Afrique et toutes les opportunités de travail à travers les entreprises chinoises, elles sont là parce que finalement, la seule condition, c'est d'être capable de parler français. Et même, à la rigueur, on ne va pas vous ennuyer avec l'idée qu'il faudra avoir un niveau parfait en français, mais être capable de communiquer en français, être capable d'échanger en français et d'être débrouillard pour pouvoir être loin de la Chine pendant plusieurs années. Bon, c'est donc la condition vraiment principale. Et à partir de là, ça permet d'avoir des avantages, un salaire, mais au retour au pays, des avantages comme avoir le hukou, par exemple, des choses comme ça, d'une grande ville. Et ça, cet avantage-là, quand vous venez d'une université moyenne, d'une université pas nécessairement prestigieuse, c'est très difficile de les obtenir. Donc, effectivement, l'Afrique a une place dans le sens que c'est un débouché important. Alors qui peut être très variable d'une université à l'autre, mais en tout cas, ce débouché est là. Donc une place. Mais j'ai dit une place non prévue et non désirée. Non prévue parce que, eh bien, c'est pas ça qui était au programme. Ce qui était au programme, je voulais au début, je parlais de francophonie universitaire. S'il y a une chose qui existe bel et bien en Chine, c'est la francophilie.
Les Chinois sont clairement francophiles, mais cette attirance pour la francophonie, c'est d'abord et avant tout la France. La France, c'est la norme de référence, le français de France, la littérature de France, la culture française. Et là, on a, dans les universités chinoises, des spécialistes de tel écrivain, de tel... Bon. Donc, cette attirance, c'est une francophonie de France. Donc c'est ça qui était au programme, entre guillemets, qui était comme non dit, mais qui était ce qui était prévu, et pas l'Afrique. Et l'Afrique est arrivée comme ça au fur et à mesure que ces départements se développaient. Ensuite, j'ai mis non désiré. Non désiré parce que... bon, faut le dire quand même, l'Afrique n'a pas forcément une image positive dans le sens où on va percevoir que beaucoup de pays comme étant peut-être il y a des problèmes de sécurité sanitaire, des pays pas très développés, etc. Donc, il y a comme, on pourrait dire, une menace sur la valeur symbolique du français. Tant que vous êtes avec un département de français et que le français est lié à la langue française de France, aux références de France, eh bien, la valeur symbolique est assez élevée. Associée à l'Afrique, on va assister à une baisse de cette valeur symbolique. Moi, j'avais fait une petite recherche à l'époque. On avait, vous savez, quand c'est la fin du secondaire, les lycéens, on dirait en France, vont commencer à choisir leur université. Donc, les universités font des publicités, chaque département, pour dire, voilà, comment est leur département, sur quoi ils travaillent, etc. Et donc, on avait analysé cette partie promotionnelle des sites Internet, si vous voulez, et il n'y avait aucun département de français qui ne mentionnait l'Afrique, y compris des départements où je savais très bien que leurs étudiants partaient en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne le disait pas, c'était pas présent. J'avais fait aussi une autre enquête, c'était de savoir est-ce que dans les cours des départements de français, on a des choses sur l'Afrique, puisque ces étudiants vont partir en Afrique. Donc, est-ce qu'il y a au moins un cours de francophonie qui présente au moins les pays africains, etc. Ça n'existait quasiment pas. Donc, vous voyez, quand je dis une francophonie non prévue, non désirée, ignorée dans les discours, dans l'enseignement. Alors, ça, c'était ma conclusion en 2017, si vous voulez, mais avec quand même cette impression que c'était une conclusion provisoire quand même, qu'il faudrait peut-être que je creuse ça plus tard dans d'autres travaux, parce que même si, bon, les choses sont comme je l'ai dit, avec cette idée un petit peu de rencontres non abouties, hein, c'est-à-dire que on a, par exemple, il y avait un cas qui m'intéressait beaucoup. Vous avez beaucoup d'étudiants africains sur les campus universitaires chinois, mais il n'y a jamais de contact. Donc, parmi ces étudiants africains, il y a des étudiants africains francophones. Bon, il n'y a jamais de contact entre ces étudiants-là, qui sont donc dans un département pour suivre un programme, et le département de français. Et ça, j'ai aussi mené mon enquête pour savoir, il n'y a jamais de contact. Les départements de français vont toujours organiser, il y a toujours un club, un coin français, un club de français pour organiser des activités, pour faire venir des étrangers pour discuter, etc. Jamais ces étudiants étaient conviés. Comme si ça ne rentrait pas dans les cases, que c'était aussi des francophones ou je ne sais quoi. On pourrait dire aussi, dans les avions, c'est intéressant parce que les avions, bon, moi je viens de Canton, c'est une grande ville dans le sud de la Chine, ces avions qui décollent pour l'Afrique, eh bien, ils sont remplis d'étudiants qui vont travailler en Afrique, et puis quand ils reviennent, ils sont remplis d'étudiants africains qui vont faire des études en Chine, et ils ne se rencontrent jamais. Voyez, donc c'est pour ça que je parle d'une rencontre non aboutie. Alors, j'en étais resté là en 2017. Bon, après, il y a eu aussi le Covid, tout ça, ça a un peu perturbé les recherches. Pour ma part, j'étais un peu en stand-by, mais je pense que j'étais pas trop le seul. Bon, voilà. Et puis, j'ai repris tout ça il y a à peu près 2-3 ans. Je me suis à nouveau intéressé parce que je voulais voir est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin que ma conclusion. Est-ce qu'on pourrait arriver à avancer d'un cran. Et c'est vrai que, donc là, je rejoins ce que Madame Wang a mentionné à l'instant, c'est que depuis les années 2020, là, c'est vraiment il y a quelques années, il y a eu ce développement des études régionales. Alors, c'est une traduction du chinois, mais je crois qu'on peut dire, c'est dans le sens région du monde, hein, d'accord. En fait, le gouvernement chinois veut que ses chercheurs travaillent sur toutes les régions du monde pour connaître le monde, hein, d'accord. C'est pour connaître le monde, donc ça va être travailler sur toutes les régions du monde, connaître la partie, ça peut être la démographie, l'histoire, la géographie, tout ce que vous voulez, mais connaître le monde, voilà. Bon, et donc c'est devenu une discipline, et donc
Si vous demandez des projets de recherche, que vous voulez obtenir des financements, genre comme CNRS en France, etc. Bon, voilà, si vous êtes dans ce genre de créneau, c'est très bien parce que c'est justement ce qu'on veut. Et donc, parmi effectivement ces études régionales, eh bien, il y a une discipline qui est montée vraiment de niveau, c'est la francophonie, les études francophones, puisque donc c'est devenu une discipline en Chine. Alors les disciplines sont très hiérarchisées, les disciplines académiques. Pour le français, c'est devenu de premier niveau au même niveau que littérature, linguistique appliquée. Donc c'est vraiment ça depuis à peine 3 ans ou 4 ans maximum. Hein. C'est devenu une discipline de premier niveau, alors qu'avant c'était juste une spécialisation. Donc on a comme ça des études qui se développent sur tous les pays dans le monde et donc notamment sur l'Afrique. Et là, c'est là que le lien se refait avec la francophonie universitaire chinoise. Parce que quand on parle de ces études régionales, en fait, ça peut être très bien des départements de géographie, d'histoire, de sciences politiques, de droit qui vont ouvrir un centre, par exemple, de recherche sur l'Afrique. Bon. Et là, eh bien, on a peut-être une opportunité à saisir pour la francophonie universitaire chinoise, parce que c'est une francophonie qui est un petit peu fébrile. Je m'explique. On a en Chine actuellement une très forte pression pour produire des résultats de recherche. Et donc on peut dire que les universités sont toutes presque en concurrence les unes avec les autres, mais au sein même d'universités, les spécialités sont en concurrence les unes avec les autres. Et donc des spécialités qui apportent pas grand-chose en termes de articles publiés. Alors attention, quand je dis articles publiés, c'est articles publiés dans des revues reconnus. Je vais y revenir dans un instant sur ce qu'on appelle revues reconnues. Des chercheurs qui ne obtiennent pas des projets de recherche de niveau national ou provincial, ou des éléments comme ça, eh bien ça rapporte pas trop à l'université. Et il se trouve que les départements de français en ce moment sont un petit peu en situation de fébrilité, on va dire, parce que ces revues reconnues, elles sont souvent ce qu'on appelle des revues SSCI, donc vous pourrez chercher pour ceux qui ne connaissent pas sur Internet, c'est Social Science Quotation Index, et c'est des revues en fait qui sont de très bonne qualité, j'en doute pas, mais qui sont souvent en anglais. Pour les recherches, c'est souvent aussi des recherches de type quantitatif, pas toujours. Bon. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve, vous savez, un petit peu la phrase de Pierre Bourdieu quand il parle de l'enseignant français qui était comme très reconnu, etc. Et puis tout d'un coup, sa valeur, elle baisse comme un peu ceux qui avaient acheté des emprunts russes et que ces emprunts russes, ils valent plus rien. Bon, eh bien, c'est un petit peu cette situation pour les très nombreux et de très bonne qualité enseignants-chercheurs chinois francophones, c'est-à-dire qu'ils ont investi dans le français et là ils se rendent compte que quand ils publient dans une revue française par exemple, eh bien ça rapporte pas grand-chose en termes de reconnaissance par l'université. Et ça c'est une souffrance commune que moi je partage parce que alors moi je suis protégé parce que je suis peut-être étranger, bon voilà, mais pour les collègues chinois ça peut être aussi tout simplement se faire renvoyer, enfin ne pas avoir son contrat renouvelé, etc. Donc on a comme ça des départements qui sont dans une situation de fébrilité. Et je me dis que l'Afrique pourrait être une opportunité parce que certains départements se sont rendus compte qu'ils avaient quand même un grand avantage, c'est la langue. C'est-à-dire qu'un département de sciences politiques qui va ouvrir un centre de recherche sur l'Afrique, ben les chercheurs, ils parlent chinois, bien sûr, ils sont chinois, ils parlent très probablement anglais, mais voilà. Alors que le département de français, les chercheurs, ils parlent français. Donc, du coup, il y a cet avantage de la langue, mais il y a ce complexe de dire on n'est pas au niveau, au point de vue méthodologie de recherche, et puis il y a aussi cette impression de ne pas assez connaître la francophonie. C'est vrai que les départements de français ont beaucoup travaillé sur la France, sous toutes ses coutures. Hein. Et donc, pendant très longtemps, il n'y avait que Madame Li Hongfeng à Beijing qui était spécialisée de la francophonie, donc il y avait une personne sur tous ces départements. Bon, maintenant, ça commence un petit peu à se développer. Mais c'est vrai qu'il y a il y a un boom de recherche sur l'Afrique actuellement, qui est peut-être un peu forcé parce qu'il y a cette demande gouvernementale, mais en Chine, c'est pas négatif. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gros financements, c'est prestigieux, c'est pas vu comme quelque chose de négatif. Mais c'est vrai que c'est un petit peu forcé. Alors, si vous êtes chercheur ici, français, ne soyez pas étonnés qu'à un moment donné, des étudiants chinois disent « Ah, j'aimerais bien faire mon doctorat avec vous sur l'Afrique. » Vous voyez, tout d'un coup, là, alors qu'il y a 10 ans, il fallait pas en entendre parler. J'avais même un professeur d'université célèbre en Chine qui me disait « Quand même, la littérature
africaine francophone, est-ce que c'est vraiment de la littérature? Enfin, il y avait comme une question on doutait sur le niveau, et là maintenant tout ça a disparu parce qu'il faut travailler là-dessus. Donc c'est une opportunité, je pense, pour ces départements de français de pouvoir probablement faire quelque chose. Et je crois que si on a mais je crois que ça pourrait se faire à trois, c'est-à-dire des chercheurs chinois, mais aussi des départements ou des centres de recherche qui existent, par exemple en France, ou ailleurs, et bien sûr des institutions africaines et des étudiants africains, ça pourrait être très très bien, ce développement des études africaines et c'est une opportunité à mon avis pour les départements de français. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Ouais, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous. On va passer à la période de questions. Je pense qu'on a à peu près, on se donne, parce qu'on a, là on arrive à la fin de on se donne une quinzaine de minutes. Donc est-ce qu'il y aurait des questions parmi vous à poser à nos panélistes? Oui, monsieur. On va peut-être attendre le micro. Moi, j'ai une question pour Monsieur Bell. Déjà, merci pour toutes vos interventions. Mais est-ce que vous savez si la création de la pyramide du Louvre par un architecte chinois a aidé à augmenter cet engouement pour la France ou pas? Ça, peut-être Madame Wang pourra répondre mieux que moi, ça je sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est je vais juste, parce que l'engouement pour la France, je comprends ce que vous voulez dire, mais juste, j'en profite pour peut-être, comment dire, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi les Chinois apprennent le français, d'accord? Et donc, on va dire, c'est parce que ils ont une très belle image de la France, la France est romantique, etc. Bon, et ça, donc c'est à moitié votre question, mais c'est juste, j'en profite pour répondre là-dessus quand même, c'est que, en fait, il faut bien voir que la Chine a un des systèmes universitaires les plus concurrentiels qui soit. Donc, c'est clair que les étudiants, ils vont pas choisir d'apprendre le français parce que c'est romantique, parce que la France est romantique ou quoi que ce soit, parce que quand c'est concurrentiel, on va d'abord avoir une stratégie pour entrer dans la meilleure université possible et pouvoir faire les meilleures études possibles pour être ensuite reconnu. Voilà. Donc pour ça, ce genre de choses, je pense que ça n'a pas eu d'influence. Voilà. Bon, mais après, je ne sais pas si Madame Wang veut compléter par rapport à l'image générale de la France. Je ne sais pas trop ça. Oui, juste comme Monsieur Pell a dit tout à l'heure, moi je pense il existe un autre côté pour la diffusion de la langue française et de l'image française. C'est grâce au travail de l'ambassade de France qui hésite en Chine. Et ils ont vraiment beaucoup travaillé pour établir une image positive de la langue et du pays de la France auprès des Chinois. C'est pour ça qu'il existe déjà une longue histoire de la francophonie des Chinois à propos de la France. Donc, monsieur le directeur m'a posé aussi une question tout à l'heure pour savoir pourquoi moi, personnellement, je suis intéressée à la France et comment est-ce que j'ai pu connaître ce pays. Alors, généralement, les Chinois commencent à connaître ce pays à partir de leurs études universitaires. À partir des textes littéraires qu'on a appris en classe avec les professeurs et si on a un bon sentiment à l'écart de la France parce qu'on a un bon sentiment en lisant les textes littéraires qui montrent des valeurs qui obtiennent l'appréciation ou le sentiment commun des Chinois. Et on a aussi, les Chinois ont de plus en plus d'occasions de venir en France pour voir de leurs propres yeux ce qui se passe en France et pour
sentir la culture française. Et on pourrait voir très souvent, on pourrait confirmer ce qu'on a déjà ressenti à propos de la France, et on pourrait aussi découvrir quelque chose de nouveau. Mais ce bon sentiment qu'on s'est déjà nourri à partir de nos connaissances livresques reste toujours, et ça ne nous empêche pas d'avoir toujours une bonne appréciation de la culture française, même si on voit des choses qui a dépassé notre imagination. Donc, je pense que c'est toujours peut-être le cas pour les étudiants chinois d'aujourd'hui. J'espère que dans l'autre sens, comme nos étudiants français qui ont envie d'apprendre le chinois ou de savoir encore un peu plus sur la culture chinoise, vous pourriez aussi partir de vos connaissances, de votre apprentissage livresque en France, mais la meilleure façon peut-être de mieux comprendre la Chine est d'aller personnellement dans ce pays pour voir de vos propres yeux, pour sentir du fond du cœur ce qui se passe actuellement en Chine. Et d'ailleurs, il y a un grand changement dans la Chine d'aujourd'hui par rapport à la Chine du passé, par rapport à ce que vous avez appris peut-être auprès de vos professeurs français qui vous a appris, qui vous a enseigné en classe. Voilà. Merci. D'autres questions pour les panélistes? Moi, j'en aurais peut-être une pour Monsieur Bell et Madame Xiaoxia. Par rapport à ce matin, on a entendu le témoignage très intéressant de Ying Cheng, oui. Qui nous racontait son parcours justement qui l'a amené au Canada. Oui. Francophone, francophile, allant au Canada. Et puis, Monsieur Bell, vous venez vous aussi du Canada. Et au-delà de l'Afrique, est-ce que et au-delà de la France, est-ce que justement les Chinois s'intéressent à ces autres francophonies, et notamment les francophonies nord-américaines, oui. Le Québec, l'Acadie, et puis les autres francophonies, Suisse, Belgique, enfin finalement ces francophonies minoritaires qui sont autres que les francophonies africaines, donc post-coloniales, et la francophonie française? Oui, je pense que c'est vraiment une très bonne question, hein, parce que, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la naissance de cette nouvelle discipline des études des régions et des pays, on détourne notre attention à propos des études sur la France, vers d'autres pays francophones. Donc, dans ce contexte-là, moi, je suis convaincue qu'on aura de plus en plus d'études et de recherches sur les autres régions et les autres pays francophones, comme le Québec, comme les provinces au nord, au sud des États-Unis, et aussi comme la Belgique, le Suisse, etc. Tous ces pays, en fait, qui parlent en même temps le français et d'autres langues étrangères. Pour les Chinois, oui. Et l'Afrique fait certainement une partie très importante des pays francophones. Voilà. Oui, là, on est logé à l'hôtel qui est pas loin. À côté, il y a un cinéma et hier, je voyais, il y avait un film Black Tea. Alors, c'est l'histoire d'une Ivoirienne et d'un Chinois, d'une femme ivoirienne et d'un homme chinois qui tombent amoureux. Bon, j'ai pas vu le film, mais je comprends la bande-annonce que il va y avoir. Alors, ça se passe en Chine. Alors, est-ce que quelqu'un l'a vu ce film? Non. Non, Black Tea. Vous avez entendu parler? Non, personne. Je l'ai vu en. Oui, quelqu'un, non? Vous l'avez vu? Ok. Et mademoiselle aussi, vous l'avez vu? Mais vous ne l'avez pas vu. Bon, alors, à ma connaissance, mais je ne suis pas une grande connaissance cinématographique, j'ai l'impression que c'est le premier film où finalement, la Chine-Afrique
est là. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas. Mais alors, ça se passe en Chine. C'est un marchand de thé. Voilà. Je pense que l'histoire est peut-être probablement assez classique dans le sens, c'est des préjugés des deux côtés, etc. Mais l'arrière-plan, que ça soit justement un Chinois et une Ivoirienne. Donc, je me dis, tiens, ça arrive dans le cinéma. Je parlais tout à l'heure de rencontre non aboutie. Là, ça arrive dans le cinéma. Donc, je ne sais pas, à suivre peut-être. Je peux avoir une question? Bon, j'ai une question pour M. Ben et puis peut-être sur Mme Rouen aussi. On voit bien qu'il y a une différence entre 2017, quand vous faites les enquêtes sur la francophonie en Chine, avec l'Afrique, tout ça, il y a quand même une rencontre non prévue et voire même non désirée que vous avez citée dans votre thèse. Et puis, jusqu'aujourd'hui, avec les différents dynamiques que vous avez présentées, est-ce que on voit bien il y a un changement de la politique de la Chine pour l'Afrique francophone? Et puis l'image de l'Afrique que vous avez citée tout à l'heure dans les années 2017, tout ça, qui est quand même assez négatif. Est-ce qu'il y a un changement aussi concernant tout ça jusqu'à maintenant? Et puis, avec les nouvelles tendances dans l'enseignement du français présentées par Mme Rouen, est-ce qu'il y a une vraie politique de la Chine concernant l'enseignement de cette langue et puis élargie vers l'espace francophone, non seulement la France qui est au cœur de tout ça. Et puis, une petite question technique, le manuel que vous avez présenté sur comprendre la Chine contemporaine, c'est rédigé par qui? Et puis, est-ce que c'est utilisé dans tous les départements de français ou seulement dans quelques départements ou seulement en institut de diplomatie de Chine? Mais de toute façon, pour la partie la question que vous m'avez posée, c'est quand même soudain. Hein. C'est quand même soudain, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelques années, voilà, bon, l'Afrique, c'était pas vraiment, enfin, à part y aller travailler, mais en étudier la culture, les pays, c'était pas vraiment d'actualité. Et là, ça se fait de manière assez soudaine. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des changements qui vont être là dans les mentalités, dans cette rencontre qui va se faire. Voilà. Donc après, c'est difficile d'en dire plus pour l'instant. Je trouve qu'on est en 2024, c'est encore. Ou bien, il faudrait mener une enquête anthropologique dans ces centres de recherche sur l'Afrique qui pullulent. Il faudrait mener une enquête de terrain, ce que je n'ai pas fait, pour voir. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt. Mais j'imagine que mécaniquement, il va y avoir une évolution dans les mentalités. Ça c'est clair. Mais bon, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Oui, je suis d'accord avec Monsieur Pell parce que c'est justement en septembre 2022 qu'on commence à parler de cette nouvelle discipline des études régionales et des pays. Donc, pour le moment, d'après ce que je sais, il n'y a pas encore de vraie politique linguistique, surtout précisément à propos de l'enseignement du français. C'est plutôt d'une façon générale, quand on parle d'une façon générale sur l'enseignement des langues étrangères. Ça s'adapte bien sûr à l'enseignement de la langue française. Et vous posez aussi une question sur ce manuel, Comprendre la Chine contemporaine. C'est en fait des spécialistes francophones, des professeurs comme moi qui parlent le français, qui enseignent la langue française à l'université, qui rédigent ce manuel. Et ce manuel, c'est surtout pour des étudiants qui apprennent la langue française. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement réservé à la langue française. On a toute une série de méthodes en toute langue étrangère, surtout des petites langues. Par rapport à la langue anglaise. Donc, et c'est le public est pour toutes les universités chinoises, non seulement pour l'Institut de diplomatie. Merci. Peut-être une dernière question, oui, monsieur.
Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Girous, je suis béninois. Peut-être c'est pas une question, mais j'aimerais comprendre quelque chose. Tout à l'heure, vous avez expliqué que la Chine envoie ses étudiants étudier en France. Et après, une fois que la langue française est maîtrisée et qu'ils terminent leurs études, ils vont travailler en Afrique, justement dans les entreprises chinoises et tout. Mais moi, je pense que c'est pas peut-être une manière de ne pas permettre la coopération Afrique-Chine, bien sûr, en fait, dans le sens de la croissance, parce que nous, on comprend déjà le français. Nous sommes des pays de la colonie française. Et pourquoi la Chine ne peut pas peut-être nous employer directement dans les entreprises? Cela faciliterait plus une coopération. Moi, je vois dans ce sens. Parce que, excusez-moi, parlant de la francophonie avec grand F, je pense que c'est de la solidarité internationale. Vous voyez, on n'est pas aussi, vous m'excusez pour le thème, nul jusqu'à ce point. On a une compétence aussi. Donc, si vous pouvez déjà prendre cela en compte, je pense que pour les années à venir, ça peut permettre aussi aux Africains, bien sûr, de pouvoir avoir une parole aussi dans ces genres de coopération. Merci. En fait, je vais aller plus loin dans ce que vous dites là, parce que j'ai pas parlé de... Suite à ma première conclusion, j'ai mené des enquêtes où j'ai interrogé, parce que je voulais en savoir plus sur cette rencontre-là, comme je disais, dans compte non abouti. Donc j'ai interrogé des Chinois qui sont allés en Afrique plusieurs années et des Africains qui sont venus faire des études en Chine. Vous voyez, une espèce de croisement comme ça, mais je les ai interrogés séparément. Et alors, c'est parce que je me l'ai exprimé. Hein. Ils vont pas, les étudiants chinois vont pas en France et puis après en Afrique, c'est pas comme ça. Il y en a qui vont en France ou pas, mais c'est des étudiants chinois qui font leurs études en Chine, voilà. Et ensuite, il y a besoin de francophones dans les pays francophones comme au Bénin. Donc les entreprises, voilà, chinoises vont embaucher des étudiants chinois qui parlent français. Bon. Et j'ai posé la question justement parce que dans les Africains que j'avais interrogés, je vais aller plus loin que vous, c'est-à-dire que c'était des étudiants donc francophones, mais qui parlaient chinois. Ils sont allés à l'Institut Confucius, ils ont appris le chinois et ils se faisaient pas. Et donc c'était assez en colère parce qu'ils se faisaient pas embaucher par l'entreprise chinoise qui, elle, préférait. Alors après, je sais pas, je crois qu'il y avait peut-être des questions de confiance, je sais pas. Mais effectivement, il y en avait un, je me souviens, il parlait vraiment bien chinois. Alors il y en avait qui arrivaient quand même mais jamais un poste assez trop élevé. Voilà. Mais ça, je sais pas trop quoi vous répondre là-dessus. Mais en tout cas, effectivement, voilà, des étudiants, des jeunes Africains qui parlent français et chinois qui n'arrivaient pas à se faire embaucher. Bon, là, je n'ai pas trop la réponse pourquoi, mais en tout cas, c'était ça. Voilà. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Momodou Touré. Je suis sénégalais. En fait, j'ai une préoccupation. Je n'ai pas compris quand vous parlez de la place de l'Afrique dans la francophonie chinoise. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la place de l'Afrique dans la francophonie chinoise? Et est-ce qu'on peut parler de francophonie chinoise, de francophonie française et de francophonie africaine? Donc, mais je ne dis pas francophonie chinoise, je dis francophonie universitaire chinoise. Ce n'est pas la même chose du tout, hein, c'est ce que j'ai dit en préambule. Hein. Bon, pour moi, je ne parle pas, justement, je ne parle jamais de francophonie tout court. Je parle de francophonie universitaire, donc je parle tout simplement du tissu d'universités chinoises, si vous voulez, qui ont des départements de français ou des programmes ou des programmes qui sont enseignés en français. Voilà, je parle de ça, mais je parle pas du tout de manière générale de francophonie chinoise. Hein. Ça, j'en parle jamais personnellement, et dans mes écrits, vous le verrez jamais. Hein. D'accord. Donc, par rapport à la francophonie universitaire chinoise, donc ces universités, on a ces étudiants chinois qui vont travailler une fois qu'ils ont terminé leurs études en Afrique. Donc ça, c'est ça que j'appelle d'abord la place, c'est que l'Afrique c'est un débouché pour une grande partie des étudiants chinois de français. Bon. Et maintenant, depuis le développement de ces études régionales, l'Afrique est un objet d'étude d'enseignants-chercheurs chinois francophones, donc dans les universités. Voilà, donc cette place, elle est pour moi, il y a deux places essentiellement par rapport à cette francophonie universitaire chinoise. C'est un débouché pour les étudiants et un objet d'étude plus récemment pour les enseignants-chercheurs. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est comme ça que j'ai souhaité présenter les choses en tout cas.
Plus de questions? Alors, on va s'interrompre pendant à peu près un petit quart d'heure, le temps d'une pause, et puis on reprend d'ici donc 15 minutes.